Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape du Dauphiné, du Critérium du Dauphiné, étape numéro 2. Étape qui, voilà, on avait un petit peu de difficulté dans le final, c'était encore un circuit. Dans cette étape numéro 2, comme pour la première étape, on avait un petit circuit avec une côte de 4e catégorie qu'il fallait prendre à 3 reprises et qui n'était pas forcément évidente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner ce que vous avez pensé de l'étape et ce que vous pensez notamment de cette belle journée pour le cyclisme français. N'hésitez pas à vous, et pour le cyclisme berrichon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur Spotify, Google, Amazon, Deezer, et puis vous avez également TikTok. En ce moment c'est calme, j'ai pas trop le temps pour TikTok, comme vous le voyez c'est un peu le bordel, mais on essaye de s'en sortir. Alors cette deuxième étape du Dauphiné, une étape plus calme que la veille, et puis la victoire, comme vous le voyez à l'écran de Julien Alaphilippe, plus calme que la veille, même si on a eu quand même quelque chose, et c'est vrai comme le disait Jalabert, quand même d'assez surprenant, des crampes alors qu'il faisait 20 degrés. Alors que c'est bien des fois, quand il pleut, on a les jambes un peu plus dures, mais quand même des crampes avec des conditions aussi fraîches, c'est assez surprenant. Alors soit c'est à cause de l'humidité qui est très importante en ce moment dans la région. On sait qu'en ce moment en France, pour ceux qui sont en Belgique, il pleut dans le sud et il fait beau dans le nord. Donc peut-être voilà que le taux d'humidité dans cette région-là, autour du Dauphiné, est peut-être beaucoup plus important. Mais c'est vrai qu'avoir autant de... On a eu au moins 6, 7 crampes, coureurs qui ont crampé. Il y a Grondin, Latour notamment, Castroviero aussi. Et puis c'est pas quand même des petits noms, on parle pas du mec qui fait sa première année chez les professionnels. Donc c'est assez surprenant d'avoir autant de coureurs qui ont eu des crampes comme ça pendant cette étape. Est-ce que c'est les premiers efforts depuis une longue période seulement d'entraînement avec des changements de rythme qui ont fait mal? Parce que c'est vrai que maintenant on a plutôt tendance à courir de moins en moins. Est-ce que ce sont les effets du fait de courir de moins en moins? Mais par exemple Remco Evenepoel court assez peu dans l'année et ça ne lui arrive pas. Donc peut-être voilà une reprise après des stages en altitude qui a été compliquée pour ces coureurs là, ou peut-être une journée moins bien, mais c'était assez surprenant quand même d'avoir autant de crampes. Une étape plus calme que la veille, oui, parce que c'est vrai qu'on avait eu le match avec Kroner et Gotz, les échappées, même si encore une fois là on avait des échappées de bonne qualité avec Kenny Elissonde et Campenart. Bon, on a senti assez vite que quand même le peloton contrôlait un peu plus que la veille. Et puis une victoire, un sprint, une victoire de Julien Alaphilippe. En fait, les sprinters ont roulé, ont tout fait pour tenir dans le final, mais ils ont été battus par le rythme de Vingegaard dans le dernier kilomètre et par le travail également qu'ont effectué les coureurs de Soudal dans les 3-4 derniers kilomètres. Et ce qui fait que ça les a mis en difficulté. Et Groenewegen, Bennett, même Laporte, en fait, n'ont pas pu faire le sprint qu'ils souhaitaient réaliser. Un sprint qui n'était pas évident avec une courbe aux 350 mètres, 400 mètres, donc on voyait pas la ligne d'arrivée tout de suite, et puis surtout avec une belle bosse, donc c'était vraiment pas évident. Ah oui, j'ai été aussi, j'ai noté ça, parce qu'avec cette belle victoire de Julien Alaphilippe, on va revenir sur cette victoire de Julien Alaphilippe dans les coureurs au top, mais je voulais noter quand même les mecs sur Twitter qui ont dit Marion Rousse, beaucoup trop calme, voilà, qu'on critiquait, on va dire, la manière de commenter de Marion Rousse, qui trouvait que c'était un peu trop plat. Alors il faut quand même souligner que Marion Rousse allait avec Julien Alaphilippe, ce qui peut parfois poser des problèmes dans ce genre de cas. Elle essaye de rester, je pense, beaucoup plus neutre qu'avec d'autres coureurs, mais on sentait bien quand même qu'elle était émue par cette victoire de Julien. Il n'y a rien qu'à entendre les bruits de souffle au niveau du micro, ce qui moi m'énerve à chaque fois, les bruits de souffle
quand les mecs soufflent très fort dans les micros. Autant les E, ça ne m'embête pas, mais les bruits de souffle dans les micros, ça m'emmerde. On entendait bien que, voilà, elle était à la limite. Marion Rousse, bon après, on réagit pas tous de la même manière au niveau des émotions. Et moi, je préfère une personne comme Marion Rousse, avec laquelle on va encore comprendre les commentaires, plutôt qu'un Yuan Ryu qui m'énerve énormément, qui s'excite pour un rien, ou des mecs qui s'excitent pour un rien. Voilà, moi, je préfère les commentaires de Marion Rousse. Voilà. Les émotions, ça se maîtrise différemment selon les personnes. Moi, j'avais dit, je préfère ça. Je préfère en plus la manière dont ils ont géré cette deuxième étape du Dauphiné à la manière dont ils avaient géré les championnats du monde à Imola, où à chaque fois ils demandaient alors Marion, vous n'êtes pas trop ému? C'est pendant les 15 derniers kilomètres, Pasteur et Jalabert on faisait des caisses avec Marion Rousse. Donc je pense que voilà, on s'est un peu mieux réglé. Mais c'est toujours le problème, c'est sûr que quand on est proche, c'est par exemple si Franck Montagny, je sais pas, était proche, avait son fils dans le peloton de la Formule 1, ça serait compliqué pour lui de commenter. C'est toujours difficile de commenter quand on a un proche. Est-ce qu'il faut se mettre en retrait? Moi, je serais plutôt partisan de ça, mais bon, c'est compliqué aussi de se mettre en retrait par rapport à sa compagne ou son compagnon. Donc, c'est une question qui n'est pas évidente. On regarde tout de suite les cyclistes au top. Attaque de Marlou. Du côté des cyclistes au top, bien entendu, Julien Lafilippe, en plus étant berrichon, presque berrichon de naissance. Forcément, alors moi j'ai toujours un rapport particulier avec Julien Lafilippe parce qu'il n'y a pas 150 coureurs qui sont nés dans le Berry, donc autant vous dire encore moins dans le Cher. Donc il y a Romain Combaud notamment sur ce Dauphiné, mais Romain Combaud n'est pas resté longtemps. Il y avait William Bonnet qui était né à Saint-Doulchard. Mais donc du côté de Julien Lafilippe, qui est né à Saint-Amand-Montrond, je le rappelle, c'est une victoire qui est importante parce que il a été mis sous pression par Patoche, Lefebvre, ou Lefebvre. Il a été mis sous pression aussi parce que même en France, l'année dernière au championnat du monde, c'est Christophe Laporte qui fait vice-champion du monde. C'est plus forcément le leader du cyclisme français. Pendant quelques années, ça a été le leader du cyclisme français. C'était lui qui apportait les gros résultats du cyclisme français. Les plus gros résultats du cyclisme français. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez notamment Christophe Laporte. Donc, ce qui fait qu'il n'a plus forcément ce leadership en France qu'il a pu avoir à une époque. Je pense 2019, 2020, 2021, c'était les années où Thibaut Pinot n'était pas forcément si incroyable que ça à certains moments, après 2020 notamment, où Romain Bardet, il y a eu un moment où il avait un peu disparu, où il est revenu depuis qu'il était à ADSM, donc c'était Julien Lafilippe qui était le porte-étendard du cyclisme français. Et c'est vrai que c'était plus le cas, donc forcément ça vous met toujours un petit coup au moral. L'enchaînement de blessures depuis un an, qui a été aussi assez catastrophique, et on se disait quand il va revenir. Et c'est vrai que ses propos dans la presse avant ce Dauphiné, c'est plutôt je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir retrouvé des sensations. C'était pas les mêmes propos qu'il avait racontés dans la presse, notamment au début de saison. Il était plus sans doute dans sa manière de regarder un petit peu les interviews, c'était pas la manière de parler. Là, on le sentait en confiance. Et c'est vrai qu'un Julien Alaphilippe en confiance, c'est quand même souvent un Julien Alaphilippe qui derrière a des résultats. Et puis là, on a senti quand même qu'on roulait plus pour lui que pour Ethan Vermeulen. Vu qu'Ethan Vermeulen, il est lâché assez tôt. Alors après, moi, j'avais un doute qu'il ne roulait pas pour Badjoli. Parce que je me disais, sur une arrivée comme ça, Badjoli, bonne pointe de vitesse. Mais comme quoi, Julien Alaphilippe a toujours un rôle un petit peu à part dans cette formation Quick-Step. Bon, le signe à l'arrivée, le Calmos, ça c'était pour Patrick Lefebvre, pour lui rappeler qu'il n'est pas fini. Julien Alaphilippe, comme je dis toujours, un champion reste souvent un champion. C'est assez rare qu'un mec ait des résultats pendant un moment de sa carrière et puis s'écroule quand même d'un coup. Ce qu'on voit avec un peu Sagan, ce qu'on voit avec Chris Froome, mais c'est quand même assez rare.
Et un champion reste un champion, c'est-à-dire qu'il a la hargne, il a la gagne, il va travailler encore 2 fois plus, 3 fois plus pour obtenir ses résultats. Et Julien Alaphilippe, c'est un mec qui a pas, c'est pas n'importe quel cycliste. On parle d'un mec qui est 2 fois champion du monde. Voilà, on parle d'un mec quand même qui a remporté de très belles épreuves. Et aujourd'hui, je pense que sur cette étape-là, enfin hier plutôt, il avait vraiment envie de montrer que voilà, il avait encore de quoi faire, de quoi vraiment réussir en termes de résultats. Et il fait une très belle course, donc très content pour Julien. Et c'est vrai que je l'avais pas vu gagner un sprint comme ça. Puis il gagne pas un petit sprint parce que même quand il gagne sur le Tour du Pays Basque l'année dernière, parce que c'était sa dernière victoire, le Tour du Pays Basque, il gagne, mais on n'a pas vraiment des sprinteurs. Alors là, c'était vraiment un sprint avec des sprinteurs, alors certes, qui étaient un peu cramasses, mais il y avait la porte quand même. Donc c'était pas une victoire si facile que ça. Donc c'est bien ce qu'a fait Julien, et puis on espère que ça va continuer maintenant que la saison est lancée, notamment pour le prochain Tour de France. Je continue avec Nathanaël Tesfacion, le coureur érythréen. Très belle performance de Tesfacion, et c'est pas forcément facile parce que Tesfacion, il a fait le Giro cette année. Alors certes, il a abandonné au bout de 10 jours de course, mais il a fait quand même pas mal d'efforts sur le Giro, notamment pour Mats Pedersen. C'était pas forcément évident ensuite d'enchaîner avec le Dauphiné. C'est-à-dire que même si on se dit, il a arrêté le 17 mai. Voilà. Mais oui, tu as 3 semaines de pause, mais c'est pas forcément évident, surtout que tu sors d'un pic de forme. Donc parfois, tu arrives avec de la fatigue. Et là, alors, cette année, on a connu le Tesfacion coéquipier de Pedersen, mais là, on a retrouvé un petit peu le Tesfacion qui était capable de faire des bonnes choses chez Drone Hooper, enfin chez Androni Giocattoli, et on a retrouvé ce Tesfacion qui est pas mauvais dans ce genre de sprint en bosse, et qui a réussi à faire des très très belles choses déjà dans ses résultats, 2 fois vainqueur du Tour du Rwanda, une étape de l'Adriatica Unicares, une étape du Tour de Rwanda en 2020, une étape de la Tropicale à Missamongo. Et c'est un coureur qui aime ce type d'arrivée, vraiment où il peut vraiment faire des très bonnes choses. Voilà, 4e du GP Industria et Artigianato. 2 très bons résultats sur la semaine internationale Coppi et Bartali. Et là, il a fait encore une belle performance. Tesfacion qui sort d'un Giro plutôt réussi en tant qu'équipier de Pedersen. Alors je pense que là, après ce Dauphiné, il va aller se reposer. Est-ce qu'il terminera même ce Dauphiné? Ce n'est pas sûr du côté de la Trek, mais c'est vraiment un coureur d'avenir pour la Lidl Trek. Parce que maintenant, c'est comme ça que cette équipe va s'appeler dans les semaines à venir. Mais voilà, il a fait vraiment du très bon job aujourd'hui. Une belle 3e place. Et je trouve que Trek, malgré un effectif qui n'est pas si incroyable que ça sur le papier, alors, il y a des bons coureurs, comme Ciccone notamment, comme Pedersen, mais quand tu regardes les 30 coureurs de l'effectif, il y a aussi des mecs qui sont un peu en dessous. Je trouve que depuis le début de saison, alors on en parle moins que EF, certes, il n'y a pas les victoires. Par contre, il y a ils sont présents. Voilà, ils sont acteurs des courses. Pas mal acteurs des courses, ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Je poursuis avec Vingegaard quand même, 2-3 petits mots sur Jonas Vingegaard. Alors certes aujourd'hui, c'est pas Laporte qui s'impose, qui fait 4e. Laporte comme tous les sprinteurs a eu du mal à lancer son sprint, un peu fatigué au moment d'amorcer son sprint. Par contre Vingegaard, le travail qu'il fait dans le dernier kilomètre, il a fait exploser tous les sprinteurs. Alors c'est encore du costaud, et je pense qu'en montagne, s'il a de l'énergie, s'il n'a pas tout consommé en énergie sur cette étape-là, il va falloir faire attention à lui parce qu'il va être sacrément dangereux, Vingegaard. Après, faire attention quand même, être prêt sur le Dauphiné, être prêt trop tôt sur le Dauphiné. C'est un peu comme gagner le Tour des Alpes par rapport au Giro, gagner le Dauphiné par rapport au Tour de France. Ces dernières années, c'est pas toujours signe de réussite. Donc il faut faire quand même attention du côté de Vingegaard, mais pour le moment, il est quand même sacrément costaud. Et là, quand il emmène le train pour la porte, le dernier kilomètre, il se fait déborder aux 400 mètres.
450 mètres, pas avant. Il fait quasiment 1 km seul devant le peloton, donc vraiment sacrément costaud. Alors oui, c'est une prise de risque, mais j'ai envie de dire que ces derniers temps, c'est la méthode de Jumbo, de faire courir les leaders, pour que tout l'effectif se sente concerné, on fasse travailler également les leaders dans certains cas. Donc on est vraiment dans cette situation-là. C'est leur stratégie de faire travailler les leaders pour les équipiers, pour que les équipiers ensuite se donnent à 100% et se sentent concernés. Dans cette équipe-là, les équipiers ne sont pas tout le temps équipiers. Voilà. C'est la stratégie du côté de cette formation. Par contre, dommage, du côté de la Jumbo, c'est qu'on a perdu Kruijswijk qui est tombé. Kruijswijk, et ça fait beaucoup de chutes quand même ces dernières années pour Steven Kruijswijk, le coureur néerlandais. Et puis je termine rapidement avec Carapaz. Là aussi, on parlait de Julien Alaphilippe, et c'est bien pour Richard Carapaz, deuxième. C'est depuis longtemps que je ne l'avais pas vu faire une attaque avec autant de punch. Depuis quelques temps, il n'était pas mauvais en montagne, mais là, il a vraiment fait un gros changement de rythme, comme lors des championnats des Jeux Olympiques. Voilà, il avait pas mal de punch. C'est plutôt rassurant pour Carapaz d'avoir ce punch-là, surtout que pour le prochain Tour de France, avoir du punch, ça va être une qualité importante, parce qu'on aura quelques étapes comme ça vallonnées de moyenne montagne où il faudra du punch. Et là, Carapaz aujourd'hui, il a montré que voilà, les jambes étaient pas mal. On retrouve encore du Van Gils, cinquième aussi. Voilà, on en avait déjà parlé hier, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit rapidement sur Van Gils. On passe au bonnet d'âne. Allez, du côté des bonnets d'âne, je commence avec la Total Energy. Décevant la Total Energy, mais j'ai envie de dire c'est le cas depuis le début de saison. Alors Boasson-Hagen fait 17. Bon, il fait partie de ces sprinters qui ont tenté le coup, mais c'était un petit peu dur. On perd quand même Stef Kras. Stef Kras, pour l'instant, j'ai pas vérifié ça, mais en termes de jours de course, Stef Kras, c'est quand même pas foufou. Que je vous regarde ça tout de suite. Stef Kras, ah non, 29 jours, je pensais qu'il avait moins. Mais depuis Liège, il avait recouru, parce qu'il avait abandonné autour du Pays Basque. Mais là, il s'est de nouveau blessé sur cette étape. C'est pas l'idéal pour Stef Kras, parce qu'on attendait de lui qu'il soit présent sur le Tour de France. Alors Stef Kras, je le dis toujours, c'est un coureur qui peut quand même te faire un top 15. Top 15 sur le Tour, ce sont des points UCI. Le total, depuis le début de saison, ils n'en ont pas marqué tant que ça, des points UCI. Ils sont un petit peu à la traîne par rapport notamment à Israël, par rapport à la Lotto Destiny, pour aller chercher le World Tour en 2025-2026. Et il a été un peu recruté, Stef Kras, pour apporter des résultats. C'est vrai qu'on l'a piqué à la Lotto Soudal. Et là, pour le moment, les résultats... Alors oui, sur des 2-1, des 1-1, bon, il y a quelques petites performances, mais c'est vrai que depuis le début de saison, c'est quand même un petit peu compliqué. Et on attend de lui un peu mieux. Et puis là, non, on fracture elbow, c'est fracture de l'épaule. Ah, attends, elbow, non, c'est elbow, c'est... hop. Elbow, c'est épaule normalement. J'ai pas la traduction là parce que tac, elbow, non c'est le coude, pardon. Vous voyez mon niveau en anglais, on est à ce niveau-là quand même. Donc belle perf, belle perf oui en termes de blessure, mais ça veut dire que fracture du coude, il sera pas sur le prochain Tour de France. Maintenant, il faut se préparer pour la Volta. Je ne sais pas si c'était l'objectif de départ, la Volta. C'est vrai que c'est un coureur qui se retrouve un petit peu en difficulté désormais. Et puis Total Energy, Pierre Latour était dans l'échappée. Bon, il a fait partie des coureurs qui ont été victimes de crampes. Il finit quand même 138e. Donovan Grodin qui a fini limite au niveau des délais. C'était 23-29 les délais, et moi j'ai 22-48. Donc il a fini vraiment limite. Et puis derrière, Boasson-Hagen 17, mais encore une fois, une équipe qui a du mal à avoir des résultats. Et puis Burgodo, pas là non plus. Ça fait un peu beaucoup, quoi, quand tu regardais du
côté de chez Total. Burgodeau, il a un peu du mal à confirmer. On parlait hier d'Arnaud Delis, mais Burgodeau, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a 8 Hermos, voilà, qui fait 17, qui est pas décevant. Et puis après, bon, on a emmené Vercher et Grelier, mais qui sont là en tant qu'équipier. Vercher, champion de France amateur. Du côté de Benjamin Thomas également, petite déception aujourd'hui pour le coureur de la Cofidis. C'est vrai que je me disais, ça peut peut-être être une arrivée pour Benjamin Thomas. C'est pas trop pentu, c'est un coureur qui peut être performant sur ce type d'arrivée. Non, ça ne l'a pas fait du tout pour Benjamin Thomas qui finit donc 91e à 49 secondes. Benjamin Thomas, depuis le début de saison, c'est compliqué quand même en termes de résultats. On sent qu'il est, comme il a été blessé, il a été blessé en début de saison. Il est en train de courir après la forme. J'ai l'impression que c'est une course contre la montre et qu'il a du mal à être dans le bon tempo pour le moment, Benjamin Thomas. C'est vrai qu'il est en recherche de sensations. Il est en recherche de bon niveau de performance. Voilà, bon, sur les 4 jours de Dunkerque, que je n'ai pas vu, les 4 jours de Dunkerque, il gagne le contre-la-montre à Saint-Quentin, mais il se fait ensuite avoir sur l'étape de Hachicourt. Ça s'est vu quand même, j'ai entendu certains trucs. Région Pays de la Loire Tour, il finit un petit peu dans l'indifférence. Et c'est vrai que depuis le début de saison, il est à un niveau qui est en dessous des années précédentes. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis je voulais terminer aussi avec Fred White, 7e seulement aujourd'hui, Fred White. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux aussi pour Fred White, un peu du mal là également un petit peu à confirmer. Alors c'est compliqué aussi, pas vraiment d'équipe autour de lui, mais bon, il n'avait pas couru depuis le Tour des Flandres, depuis Paris-Roubaix aussi, donc 2 mois d'inactivité. C'est un peu compliqué ensuite pour reprendre, pour retrouver des repères. Donc voilà, il a fini 8e sur la première étape, 7e. Et c'est vrai que quand on connaît les qualités de ce coureur, 8e et 7e, on aurait pu s'attendre à une chouille mieux de la part de Fred White. On regarde l'étape de demain, l'étape de cet après-midi, plutôt même Monistrol-sur-Loire, le coteau, 195 km. Plutôt pour les sprinteurs, avec quand même la côte de Pinet à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, 7 km 8 à 3% de moyenne, le dernier kilomètre à 5,1 de moyenne. C'est pas non plus extrêmement pentu pour cette étape, donc entre Monistrol-sur-Loire et le coteau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle arrive plus tard que d'habitude. Au niveau de l'organisation en ce moment, c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc demain. On essaiera de mettre la vidéo en ligne à 13h. Allez, ciao, ciao!